Bonsoir à tous, ce soir on part à la recherche d'Abel dans Autrement. Abel, c'est le personnage de fiction imaginé par les résidents de la maison d'accueil At Home des Petits Riens. Elle héberge de jeunes hommes entre 18 et 24 ans qui trouvent là un lieu où se poser le temps de souffler, de faire le point avant un nouveau départ. Pas facile de parler de soi quand on galère, alors pourquoi pas le faire en tentant d'imaginer le parcours d'un homme qui a décidé de quitter la maison, de prendre le large. C'est une manière de se dévoiler sans se découvrir. Ce projet, c'est aujourd'hui une exposition créée avec le concours de l'ASBL comme un lundi. Elle se tient à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. Alors, où est Abel? La question est posée. Abel, il est loin. Il faut partir à la recherche des femmes pour retrouver Abel. Il aimait bien se concentrer et avoir son petit espace. À mon avis, il s'est juste fait shooter. Vu son tempérament, son caractère toxique, le juste de se faire trop d'ennemis. Et il aurait mal fini. Si je devais te donner un endroit où il pourrait être, si c'est pas dans un casino, ce serait dans un hôtel aussi délabré. Parce que ce mec-là, comme je t'ai dit, il usait de l'argent, mais il usait de l'argent que pour dans les paris ou dans ses folies à lui-même. Si moi je venais à disparaître, il m'aurait cherché, sans aucun doute. Voilà, Corentin Le Tocard, bonsoir. Vous êtes le directeur de la maison d'accueil At Home. C'est vous qui avez sauté dans ce projet une fois que vous en avez eu connaissance. Il y avait vraiment une volonté de votre part de donner la parole à ces résidents d'une manière différente. Mais effectivement, oui. Donc, on a vu passer un appel à projet de Equal de la région Bruxelles-Capitale. Et c'était un appel à projet pour l'égalité des chances. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et notre volonté au sein des Petits Riens, c'est de pouvoir, au-delà de remettre en ordre financièrement, administrativement et autres les usagers, de leur permettre de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et surtout pour qu'ils puissent penser à autre chose que les tracas quotidiens. Alors là, c'est une fiction. On va découvrir Abel tout au long de cette émission. On va voir tout de suite quelques images de la maison d'accueil qui est située à Forêt. C'est bien ça. Des Abel, est-ce que vous en avez connu dans votre parcours de directeur des personnes comme ça qui partent d'un jour à l'autre? Oui, oui, et cela pose d'ailleurs énormément de questions parce que voilà, on a des usagers. Mais déjà, les usagers qui arrivent chez nous, on crée un lien avec eux et donc forcément, on se rapproche d'eux. Et le fait que du jour au lendemain, un hébergé parte sans donner de nouvelles, mais ça laisse place à beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il est parti parce qu'il n'était pas bien chez nous? Est-ce qu'il n'est pas trop vite parti? Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et puis parfois, avec un peu de chance, on a des nouvelles plus tard et elles sont soit bonnes, soit mauvaises. Ou parfois encore, on a des usagers qui reviennent chez nous. Donc oui, des Abel, on en connaît tous les ans en fait. Ouais. Alors Zachary, bonsoir. Vous êtes un des résidents de la maison d'accueil At Home. Alors vous êtes dans le projet colocation puisqu'il y a une maison qui accueille 16 personnes et vous avez une autre maison qui a une colocation qui accueille 5 personnes. Vous vous êtes investi dans ce projet. Je le disais à l'entrée de l'émission, c'est une manière de parler de soi sans vraiment parler de soi. Est-ce que c'est ça que vous cherchiez aussi? Oui, donc avant tout, le but du projet, c'était surtout de pouvoir de nous donner une chance de s'exprimer artistiquement et de parler de notre parcours et de notre histoire, mais pas de façon directe, donc à travers un personnage, donc Oé Abel. Et c'était ça le but premier de l'exposition avant tout, oui. Ouais, et c'était important pour vous de vous exprimer artistiquement? C'est important, je pense, pour tout le monde. Je pense que si on nous donne une chance de pouvoir s'exprimer via un art particulier ou quoi, il faut la saisir. Et ouais, vous parlez de chance, c'est quelque chose qu'on vous offre rarement, ça, la possibilité de vous exprimer artistiquement? nous la donner directement, oui, c'est rare. La plupart du temps, c'est à nous de la chercher. Et là, le fait que ce soit apporté vers nous de cette manière-là, c'était tout simplement
c'était une chance juste de pouvoir s'exprimer artistiquement et de pouvoir travailler dans ces conditions-là avec ces personnes-là. Ouais. Alors Madeleine Petit, bonsoir, vous êtes photographe, c'est vous qui avez réalisé les photos avec le concours de Zachary, hein, puisque lui a participé au shooting lors des prises de vue. Alors vous avez participé aux ateliers presque dès le départ. Ça a été une rencontre pour vous, ça a été une découverte d'un monde, d'un univers que vous ne connaissiez pas? Oui, évidemment que ça a été une découverte. Je connaissais aucun des résidents, donc nous, dans un premier temps, on est allé dîner à Atome un soir. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu intimidée parce que du coup, on se retrouve avec plein de gens qu'on connaît pas dans leur intimité et tout. Donc moi, j'étais pas forcément très à l'aise. Mais dès qu'on a commencé les ateliers, ça a été génial de tous les rencontrer avec leur personnalité, leurs spécificités, leurs envies différentes. Et assez rapidement, on s'est tous beaucoup amusés. Enfin, j'ai eu la sensation en tout cas, mais Ouais, j'espère que ça a été partagé. Il faut susciter le dialogue, il faut partir de quelque part, comme Ouais. ça, rentrer finalement Ouais, c'est ça. C'était ça le plus compliqué, On- c'était amorcer le dialogue. On a eu un premier moment de rencontre où on expliquait un peu nos ambitions, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on leur proposait, que voilà, qu'ils étaient au centre du projet. Et puis après, nous, on a décidé vu le temps qui nous était imparti, de réduire un petit peu les options. Donc, quand on savait qu'on voulait faire de la fiction et que ça leur plaisait aussi. Et du coup, on a proposé 3 fictions différentes. Et puis ils en ont choisi une, et à partir de là on a pu commencer le travail d'atelier qu'on a fait avec Noé et puis avec Augustin aussi, de scénographie, de proposition et de travail avec eux, d'échange en fait, de collaboration. Surtout je crois que la collaboration ça a été au centre du projet, donc ça a été super important de bien communiquer, d'avoir un bon relationnel, un bon feeling avec eux. Alors Augustin Lecourt, bonsoir, vous êtes le scénographe donc, de l'exposition, mais aussi c'est vous qui avez fait les décors qui ont servi de prise de vue. Qu'est-ce qu'il y avait comme volonté au départ? C'est vraiment laisser les jeunes fixer eux-mêmes ce dont ils voulaient parler, ou alors vous les avez guidés vers certains thèmes? Je crois que Madeleine a bien résumé les choses. Dans le temps qu'on avait imparti pour mener à bien ces ateliers, c'est un projet qui était ambitieux, donc il nous fallait quand même beaucoup d'ateliers pour mener à bien ce projet. Et du coup, oui, on a choisi d'affiner un petit peu, mais la structure narrative, on l'a affinée en faisant plusieurs propositions. En revanche, les thématiques qui ont été abordées dans cette structure narrative-là, et en l'occurrence donc dans la quête et la recherche d'Abel, personnage qui était disparu. Ça, en revanche, nous, on n'a pas aiguillé. C'est venu d'un choix collectif qui a été fait par les participants à l'atelier, quoi. Alors il y a un tableau qui concerne la vie en maison d'accueil. Ce n'est pas simple tous les jours. Alors vous imaginez qu'Abel, il s'est réfugié dans un hôtel, qu'il a peut-être trouvé refuge dans un hôtel parce que la cohabitation dans la chambre de la maison d'accueil n'était pas facile. On va s'en rendre compte tout de suite. Partager ta chambre avec quelqu'un d'autre, c'est compliqué. T'as pas cette sensation d'être chez toi, quoi. Moi, j'ai de la chance parce que j'avais des moments où je pouvais du coup, dormir chez des potes, dormir chez une amie. Donc j'avais quand même cette liberté-là de pouvoir au moins profiter de mon côté et pouvoir dormir quelque part d'autre. Du coup, je laissais ma chambre seule à mon coloc et ça m'arrivait aussi parfois de moi vers la chambre seule. Mais c'est toujours différent parce que t'as pas ta chambre à toi. Partager une chambre, ce n'est pas forcément une expérience très agréable. Il y a cette personne qui n'arrête pas de ronfler, de faire du mouvement à des 2h, 3h du matin. Toi, tu dors tranquille et le gars, il ouvre la fenêtre, il commence à fumer son joint, il commence à mettre sa musique à fond. Et ça me saoule, franchement, ça me saoule. Voilà, Zachary, vous avez prêté votre voix à cet enregistrement sonore. C'est du vécu pour vous, ça, Zachary, la cohabitation pas simple. C'est du vécu, je pense qu'on a tous notre rapport particulier vis-à-vis de ça, oui. Ouais, et comment on fait dans ces cas-là quand il s'agit de composer avec quelqu'un ou d'essayer de trouver des terrains d'entente? Il faut en premier lieu prendre sur soi,
déjà, essayer de se mettre à la place de l'autre, d'être compréhensible et de savoir sympathiser avec la personne, tout simplement pour que la cohabitation se passe au mieux. Ouais, et pourquoi vous avez voulu parler de ça, de cette cohabitation? Vous avez l'impression qu'on se rend pas vraiment compte des difficultés que cela comporte? C'était avant tout essayer de plus ou moins d'extérioriser aussi, je pense, indirectement. Et aussi, avant tout, aussi, oui, de sensibiliser effectivement le plus de gens possible vis-à-vis de ça, ouais. Ouais, pour vous, Corentin, ce témoignage-là, ça semble être une découverte en fait de la difficulté de cohabitation. Mais en fait, c'est vrai qu'en découvrant ce témoignage-là, on le sait qu'il y a une cohabitation, on le voit au quotidien que ce n'est pas simple parce que voilà, il y a des tensions de temps en temps. Mais le fait de l'entendre venant en plus de Zach, que nous connaissons et qui s'exprime très peu et qui là s'est exprimé à travers ce boîtier sonore, mais c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi, effectivement. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'à la fois on en est conscient et à la fois on est conscient qu'on est assez limité dans les actions qu'on peut mener. Certes, on a 21 places et une grande majorité, ce sont des chambres seules, mais il reste 3 chambres doubles. Et comme Zach le dit très bien, on a parfois des gars, parce qu'on les appelle les gars chez nous, qui vont faire l'effort de communiquer, essayer de mettre vraiment de l'eau dans leur vin et compagnie, mais il y en a d'autres qui, pour eux, c'est juste pas possible. Et je peux comprendre totalement cette difficulté. Donc oui, je pense parce que évidemment, chacun a son parcours, chacun a son histoire, et vous devez faire avec, vous devez composer, et c'est pas toujours facile. Voilà, quoi. exactement. Ouais. Et donc, au jour le jour, on imagine que c'est source de tension. Comment vous faites pour essayer de ne pas attiser les choses, de trouver finalement un modus vivendi entre résidents? Je pense que le mot qui revient souvent dans le social, c'est le lien. Le lien. Donc on essaye vraiment de créer un lien fort avec nos usagers et on essaye idéalement de créer des liens aussi entre eux pour qu'ils puissent en arriver à s'exprimer au lieu d'en arriver à avoir des tensions. Mais voilà, c'est pas simple, mais à côté de ça, voilà, le communautaire, ça apporte aussi énormément de positifs. Là, on pointe un des aspects négatifs du communautaire, mais à côté de ça, voilà, moi j'ai découvert plein de choses au quotidien. Je vois énormément d'entraide, de solidarité, des amitiés qui se créent. On a même des usagers qui quittent notre centre pour au final cohabiter ensemble plus tard. Et c'est un peu ça d'ailleurs l'idée du projet autonome qui est justement cette seconde maison avec 5 usagers, c'est que eux, ils ont fait le choix à un moment donné de dire on est d'accord de cohabiter ensemble. Ouais. Certes, ils ne partagent pas la même chambre, mais ils partagent plein d'autres espaces communs. Alors Zachary, on parle de créer du lien. Ce projet-là, est-ce que ça a permis de créer un lien différent avec les autres résidents dans ce que vous avez pu faire, pu découvrir Oui, forcément. Pour ma part, comme Corentin l'a dit, je ne suis pas quelqu'un de très sociable et qui va vraiment vers les autres d'habitude. Et c'est vrai que ce projet-là, ça m'a un peu, entre guillemets, forcé, mais d'une manière positive, évidemment, à communiquer avec les autres et à sympathiser tout simplement et à créer des liens amicaux, évidemment. Oui, alors ça, c'était un des buts et aussi un des défis, hein, Madeleine, c'était de finalement trouver des thèmes communs entre tous ces jeunes. Ça a été facile, ça. Très vite, on s'est mis d'accord sur voilà, ça c'est important à dire, ça c'est important également. Ou alors il a fallu beaucoup élaguer. Non, mais en fait, ça s'est fait quand même très naturellement, les ateliers. Ça a coulé. Bon, il a fallu parfois recentrer un peu les discours ou refuser quelques propositions un peu trop fantasques enfin bon voilà, mais ou impossible à réaliser tout simplement en termes de budget ou de temps. Mais non, et puis il y en avait certains qui avaient des rôles aussi différents. Enfin moi je pense à Zachary quand on a assez vite compris qu'il était très cinéphile et qu'il avait plein de références que tout le monde n'avait pas forcément, et puis d'autres qui avaient des forces de proposition ailleurs. Et donc c'était aussi un peu jongler entre chacun,
Gus aussi, qui avait quand même un gros rôle dans l'imagination de tous ces décors, qui a une expérience que moi je n'ai absolument pas. Ouais, donc Gus, c'est Augustin. Ouais. Augustin, oui, pardon. C'est le petit nom d'Augustin. On a du mal à. Ouais. Ça, on se connaît très bien et du coup, on a du mal à Donc c'est s'appeler Augustin, Madeleine. bon, et on peut vous Augustin. appeler Gus. Hein, Ouais, bah, ça me va très bien aussi. Ça me va très bien aussi. Ça m'a échappé, je suis désolée. Mais donc, oui, il y avait quand même un rôle important du scénographe chef déco. Ouais, Et puis, parce qu'il y avait une ambition aussi à quand même avoir un projet qui se disait cinématographique, en tout cas, du moins dans l'élaboration. Et on voit le soin que vous avez apporté à ce décor de chambre d'hôtel un peu années 70s, comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez amené ou alors en collaboration avec les jeunes aussi? En collaboration, on a fait des propositions. Elles ont été acceptées ou rejetées par le groupe. Et après, elles ont été validées. Après, il y avait aussi on a essayé par exemple, de penser collectivement, notamment certains objets, certains accessoires de jeu. Et parfois, c'est vrai qu'il y avait des demandes qui étaient difficilement réalisables. Donc, par exemple, des animaux, c'est revenu beaucoup. On aurait bien aimé pouvoir jouer avec des animaux, mais ça, c'est un perroquet notamment qui est revenu pas mal de fois quand même. Et ça, c'est très complexe. C'est pas du tout mon métier. Et donc, bon, voilà, on a dû limiter de temps en temps, mais j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à faire un projet relativement crédible. Oui, rapidement. Ce qui est chouette également, c'est qu'on a pu profiter du terrain de jeu, à savoir les petits riens. Et justement, ils ont pu trouver les costumes c'est Génération Récup, quoi, pour Exactement. les décors. Ouais, absolument. Ouais. Ça, c'est un truc... oui, c'est une question que je trouve importante parce que là, l'objectif, c'était de faire un décor qui était le plus raisonné possible et qui générait le moins de déchets possible. Donc, on a beaucoup travaillé en réemploi. Et d'ailleurs, en plus des petits riens, je fais un petit coucou à la recyclerie sociale qui nous a apporté des meubles. Il y a également une association, une ASBL, pardon, qui s'appelle Magasino et c'est deux scénographes qui récupèrent régulièrement des décors de films pour les relouer ou les vendre à des prix hyper abordables, qui font un travail extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de décors, notamment dans le cinéma, qui sont jetés, en fait. Et c'est complètement absurde, quoi. C'est parfois des mois de travail qui sont jetés le lendemain de la prise. Ouais, et ce sera pas le cas ici. On pourrait d'ailleurs en faire un thème d'une émission. On va la noter pour une prochaine fois. Alors, il y a un autre thème qui est abordé dans un tableau, c'est le pari, puisque visiblement, dans la maison d'accueil, il y a pas mal de jeunes qui sont accros aux paris sportifs. On peut y jouer, y perdre beaucoup d'argent et aussi s'y brûler. Écoutez plutôt. Le Barça reste invincible. Le premier pari que j'ai fait de moi-même, c'était sur un match de Barcelone. C'était il y a 2 ans, où ils étaient vraiment au plus bas. Je me suis dit, je vais prendre un risque. Je vais miser genre 20 balles sur Barcelone. Vraiment comme ça, juste pour avoir l'adrénaline de regarder le match, etc. Le fait que tu mises quelque chose là-dessus, ça va te rajouter, genre, comme j'ai dit, de l'adrénaline. Et du coup, t'es vraiment genre 100 fois plus investi dans le match. C'est vraiment ce côté où genre tu prends du risque, quoi, tu vois. Ça dépend des personnes, mais il faut être conscient des risques que tu prends et essayer de mettre des limites. Donc quand tu vois que tu perds souvent ou que tu vois que tu mets des grosses sommes ou tu vois qu'en gros ça te met toi-même dans la merde, bah là, il faut essayer d'avoir le déclic et se dire que c'est pas le bon chemin à prendre, quoi. Alors Zachary, vous vous sentez concerné par ces paris sportifs? C'est aussi quelque chose que vous aimez? C'est quelque chose que j'aime bien, mais moi c'est plus à but entre guillemets lucratif et juste pour passer le temps. C'est pas vraiment une addiction comme on pourrait dire, oui. Comment il est arrivé ce thème du pari sportif dans vos discussions, dans les ateliers? Dans les ateliers, c'était en fait, quand ils sont arrivés, on nous avait proposé donc plusieurs idées de scènes. Et parmi celles-là était venu du coup justement le Ladbrokes. Et tout simplement, on avait chacun un peu notre ressenti entre guillemets par rapport au pari sportif.
Et c'est de là que ça vient plus ou moins, ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fonctionnement au quotidien, Corentin, est-ce qu'il y a, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des recadrages à un moment donné où vous dites non, ces gens sont majeurs, s'ils ont des moyens, ils en font ce qu'ils veulent et nous, on n'intervient pas dans ce domaine-là, ou alors à un certain moment où vous dites non, là, il faut recadrer. En tout cas, ils sont tous majeurs, ça c'est un fait, et ils font ce qu'ils veulent de leur journée. Et à côté de ça, on ne sait pas tout non plus. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'étant donné que ce sont des jeunes qui sont dans la galère, et bien souvent, il y a aussi des situations d'endettement, ben, je peux comprendre qu'ils essayent de pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, quand on a connaissance de cela, et clairement, notre travail, c'est de les sensibiliser, comme le dit très bien Zach, au fait que ça peut très vite dévier vers une addiction et on peut clairement s'endetter. Mais voilà, si c'est fait de manière contrôlée, pourquoi pas ? En tout cas, nous, on prendra plutôt, effectivement, plus pour des... Oui, mais des c'est quoi filières. les obligations une fois qu'on est hébergé? C'est vous, est-ce qu'il y a des choses à respecter absolument? Est-ce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur et des choses sur lesquelles on ne transige pas? Oui, effectivement, il y a un règlement d'ordre intérieur. Donc la première chose, en tout cas, c'est qu'on va proposer à la personne de se poser, d'être en sécurité. Et puis très vite, on va permettre à la personne de se remettre en ordre administrativement, de pouvoir aussi récupérer un revenu. Et il y a évidemment des points sur lesquels on ne discute même pas et qui sont clairement stipulés dans le ROI. C'est typiquement la violence. Tout ce qui est violence, ça c'est clair, ça n'a pas sa place dans notre centre. Mais à côté de cela, il y a autant de projets qu'il y a d'histoires. On en a qui vont simplement reprendre, et quand je dis simplement, c'est un petit mot, parce qu'en fait simplement c'est déjà beaucoup, reprendre, poursuivre des études, et d'autres ont un projet très clair et ils veulent travailler. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Et il reste à peu près combien de temps chez vous? On est sur une moyenne de plus ou moins 6 mois. 6 mois. Oui. Mais on peut partir quand on veut, quoi. On peut partir quand on veut, tant qu'on avance dans son projet et qu'on respecte effectivement ce règlement d'ordre intérieur. Ouais. Je voudrais parler avec vous, Madeleine, d'une dernière scénographie. On va voir les images tout de suite. Elle est consacrée à la drogue. Et là, on voit vraiment que vous avez vu, ils ont voulu fictionnaliser très très fort cette scène, puisqu'on imagine une grande surface où on ne vend que ça. On voit bien, il y a tout l'imaginaire des films de mafia qui est très présent en fait dans cette séquence. C'est arrivé aussi, ça s'est imposé, cette scène-là? Ça s'est imposé. J'ai du mal à me souvenir si nous on avait proposé. On avait proposé une scène dans un bâtiment abandonné. Alors on savait pas exactement ce qui allait s'y passer. Et du coup, en discutant avec les gars, est venue l'idée que ce soit un lieu de deal autant qu'un bâtiment abandonné. Et il y avait eu effectivement l'ambition de faire comme un espèce de supermarché dans lequel on viendrait se servir. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc on a fait ce qu'on a pu, quoi. Mais oui, effectivement, reprendre les codes de plusieurs films, de plusieurs imaginaires, en allant bien à fond dans le cinéma, avec Costas qui devient cette espèce de patron, les costumes qui portent tous comme si c'était des petits soldats de la drogue. Enfin voilà, on s'est amusé. Là, Augustin, vous avez vraiment pu vous lâcher dans le décor. Ouais, on s'est bien amusé là-dessus. Et je crois que c'était... en fait, c'est venu naturellement parce que parmi toutes les références qui ont été apportées au cours des ateliers, et notamment Zach, il y avait pas mal aussi de références de films de gangsters, du cinéma de ce genre-là. Et du coup, ça nous a... Enfin, on voulait s'amuser, quoi. Et oui, c'est plutôt réussi, vous vous lâchez. Juste une question, parce que l'émission arrive bientôt à son terme. Zachary, vous n'apparaissez pas sur les images. Il y avait une volonté de rester à l'arrière du décor, de participer aux séances de shooting. Ça vous a conforté dans l'idée d'en faire une profession, cette expo? Vous aviez déjà ça dans un coin de la tête? Oui, effectivement, moi c'était plutôt quelque chose qui me passionnait, du coup, le jeu de plan, la photographie, etc. Et le fait justement de pouvoir travailler du coup avec Madeleine et Auguste, et pouvoir vraiment s'amuser du coup avec les appareils photo, avec les scènes et tous les jeux de lumière qu'on avait mis en place, c'était vraiment une expérience assez incroyable. Et donc effectivement, oui, ça m'a encore plus donné envie de continuer dans ce métier-là, oui. Ouais, et donc le futur pour vous, c'est d'entamer une formation sur un des sujets, en tout cas. Effectivement, oui, c'est ça. Et vous vous dirigez vers quoi? Personnellement, moi, j'ai du coup aller en réalisateur multimédia.
donc à l'AFP, donc une école formatrice à Bruxelles. Ouais. Eh ben, on vous souhaite tout le bonheur du monde et bon vent dans votre carrière future. Il reste moins de 30 secondes, donc très rapidement. Simplement pour rappeler que ce type de dispositif, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avec Madeleine et c'est au cœur du travail de l'association Comme un lundi, qui fait ça régulièrement, notamment en radio, avec des jeunes publics et avec des jeunes en général. Voilà. Et donc là, c'était la première fois qu'ils le faisaient avec de l'image, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils font de façon récurrente. Voilà, c'est une expo donc à voir pendant quelques semaines à la Maison des Cultures, rue de Belgrade, 120 à Saint-Gilles. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette expérience. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Oudemont à la présentation d'Autrement. Très bonne soirée à tous.